Après toutes ces vidéos, vous devez certainement vous demander comment est-ce possible d'être aussi bien monté. C'est légitime. Eh bien tout simplement parce que j'utilise Filmora 13. Filmora 13 est un logiciel de montage téléchargeable gratuitement qui vous permettra de faire des vidéos professionnelles sans être un professionnel grâce à son interface sobre et sa prise en main facile. Il vous suffit d'un clic pour appliquer facilement du contenu carrément stylé à vos créations, comme des titres, des stickers et plein d'autres choses que j'ai la flemme de vous décrire, sinon on est encore là jusqu'à demain. Mais s'il y a bien une fonctionnalité que j'adore, c'est les nombreux luttes permettant de créer des atmosphères uniques pour mes vidéos, et ce toujours avec une étonnante simplicité d'utilisation. Vous l'aurez compris, pas besoin d'être le pingouin qui glisse le plus loin pour créer de super contenus avec Filmora 13. La preuve! Et c'est encore plus simple grâce aux fonctionnalités de l'intelligence artificielle, et notamment Copilot qui vous guide dans vos créations. Donc si vous voulez que vos vidéos ressemblent plus à ce Mad Max Fury Road qu'à n'importe quel film de Paul W.S. Anderson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ça c'est pas un argument, alors utilisez le lien dans la description ou en commentaire épinglé et laissez parler votre créativité grâce à Filmora 13. Que ce soit celles qui n'ont jamais eu de conclusion, celles qui seraient justement temps de conclure, ou bien celles qui ont su s'arrêter à temps, le cinéma est riche d'une multitude de sagas. Des sagas tantôt tombées dans l'oubli, tantôt érigées au rang d'immanquables au point d'avoir leur titre sur les posters des films à voir au moins une fois dans sa vie. Pourtant, immanquables ou pas, certaines d'entre elles n'ont jamais suscité en moi le moindre intérêt, comme Matrix. Ça m'arrange pas cette histoire. Comme Mad Max. Un des intérêts qui s'explique sans doute par le fait que je n'ai pas grandi avec la trilogie originale, celle-ci se clôturant 8 ans avant ma naissance, contrairement à Retour vers le futur par exemple, dont le dernier film est sorti en 1990. Ah bah là non plus en fait, j'étais pas... Bon, j'en sais rien, d'accord. Celle-ci restera un mystère comme le contenu de cette mallette, l'utilité des 3 coquillages ou les films avec Kev Adams. Surtout que sur le papier, les aventures de ce policier rongé par l'esprit de vengeance arpentant les routes d'un monde post-apocalyptique où la violence est reine avaient de quoi capter mon attention. Non seulement j'ai toujours apprécié le jeu de Mel Gibson, même quand il ne joue pas, et surtout le petit garçon que j'étais a rapidement abandonné les point and click Scooby-Doo pour de vrais jeux de bonhomme où la réflexion n'était pas au centre du gameplay. Ça tombe bien, ça a jamais été mon fort. Toutefois, comme je déteste parler d'un sujet que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de me détester, ce qui ne semble pas tous nous préoccuper, j'ai mis fin à mon ignorance et j'ai découvert 2 excellents longs métrages, et le 3e. Loin d'être un mauvais film, ce Dôme du tonnerre n'est tout de même pas un éclair de génie comme avait pu l'être son prédécesseur, et ce malgré la meilleure chanson de la saga ainsi que la plus belle moustache, et pourtant il y avait une sacrée concurrence. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles. Conclusion en demi-teinte d'une trilogie ayant marqué le début des années 80, ce 3e Mad Max méritait clairement sa place dans cette chronique. Ah mais non mais c'est vrai, c'est une suite au top. Oui car 30 ans après ce dernier opus, les moteurs vrombissent à nouveau dans le désert, prêts à rugir sur la Fury Road. Et là normalement, c'est le bon générique. Sous ces airs de soft reboot, ce Mad Max version 2015 s'intègre parfaitement dans la continuité de ses prédécesseurs. Néanmoins, Fury Road ne se contente pas d'en reprendre la formule, il l'améliore en tout point et nous replonge dans ce monde post-apocalyptique putride où les survivants ont perdu leur humanité, prêts à égorger veuves et orphelins pour une goutte d'eau de pétrole, mais où malgré tout réside un espoir, un héros qui donne son nom à la saga, Mad Max, le guerrier de la route. La trilogie originale nous relate les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victime d'un monde cruel et impitoyable. Sauf que, contrairement à David Hasselhoff, Max ne pourra compter que sur son instinct de survie et ses talents de conducteur s'il ne veut pas finir en kit. Un synopsis que l'on retrouve dans ce Fury Road, puisqu'il nous relate les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux, le chevalier et sa monture, un héros des temps modernes. Bon, ta gueule. Bah, si on peut plus rien dire... Bref, c'est tout pareil, à l'exception d'un léger détail, Max n'est plus interprété par Mel Gibson. Et vu à quel point ce dernier a façonné le personnage, son remplaçant avait fort à faire. C'était sans compter sur le talentueux Tom Hardy qui nous offre une performance à la hauteur des attentes, n'est-ce pas Tom ? Bon, c'est pas le héros le plus bavard, mais il vaut mieux l'ouvrir peu et être intéressant plutôt que de l'ouvrir trop souvent et être agaçant. Mais j'ai rien dit là. Surtout qu'avec sa démarche pleine d'assurance, son regard déterminé et la prestance naturelle de son interprète, Max n'a pas besoin de discours pour imposer sa grandeur. Une grandeur qui en réalité n'est qu'une façade, dissimulant derrière sa froideur ses blessures et ses faiblesses, celles qui n'avouent qu'à demi-mot. Une fragilité retranscrite avec justesse et pudeur par Tom Hardy qui, avec ses expressions corporelles, son attitude vis-à-vis des autres et son regard expressif,
transmet une multitude d'émotions aux spectateurs. Un résultat guère étonnant vu son impressionnante filmographie. Après une courte apparition dans la série Frères d'Armes, sa carrière cinématographique débute en 2001 sous la direction de Ridley Scott à une époque où ce dernier savait encore faire de bons films. Ça ne date pas d'hier. Une chute du Faucon Noir qui n'entraînera pas celle de l'acteur britannique, puisqu'il passa par la suite devant la caméra des plus grands. De Sofia Coppola à Alejandro González Iñárritu, en passant par le moins connu Christopher Nolan, la carrière de Tom Hardy est riche de grandes œuvres à la hauteur de son talent, et d'autres à la hauteur enfin d'autres. Dans la peau du guerrier de la route, l'acteur se donne au max et conserve la splendeur de son prédécesseur tout en s'appropriant le personnage. Un personnage rongé par le désespoir qui tente d'échapper aux fantômes du passé en parcourant les terres désolées. C'est pas grave. Une quête de solitude qui devient celle de sa rédemption, contraint de s'aventurer sur la Fury Road au volant d'un port de guerre au péril de sa vie. Une aventure loin de faire l'unanimité et la majorité des avis négatifs reprochant au long métrage de n'être qu'une affligeante course-poursuite de 2 heures. C'est pas très gentil, Valérie. Même si dans le fond, elle n'a pas totalement tort. Ce Mad Max est bien une cavale sur les routes mettant en scène divers moyens de transport, soit la parfaite définition d'un road movie. De ce fait, reprocher à Fury Road son périple à travers le désert est non seulement tout aussi inapproprié que de reprocher à une comédie de faire rire, du moins quand elle y arrive, et surtout cette critique n'est pas spécifique à un film, mais bien à un genre tout entier dont les œuvres partagent le même fil conducteur. Normal pour des road movies. Alors oui Valérie, Mad Max Fury Road est bel et bien une course-poursuite de 2 heures, mais elle n'a rien d'affligeante. Elle prend place dans un univers post-apocalyptique à la richesse insoupçonnée, où la folie n'a d'égal que la brutalité, comme l'illustre parfaitement son antagoniste, Immortan Joe. Bien plus malveillant que le chirurgien, bien plus mémorable que ce Jason-like, bien plus... beaucoup de choses que Tina Turner, Immortan Joe est sans aucun doute l'antagoniste le plus marquant de la saga, parce qu'il n'est vraiment pas gentil. C'est profond ça. Portant fièrement ses honneurs passés pour cacher son corps mutilé, respirant avec un masque dont la laideur n'a d'équivalent que celle de son âme, il sème la terreur sur la citadelle. Une description très manichéenne qui nous ferait presque oublier que derrière le tyran, il y a aussi un homme comme les autres. Immortan Joe n'a-t-il pas des yeux? Immortan Joe n'a-t-il pas des mains? Arrête tes conneries. Bon d'accord, c'est un sacré connard. Certes, celui-ci a des mains, mais il s'en sert pour contrôler l'accès à l'eau, puisque comme l'avait prédit un visionnaire incompris, Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. ainsi il n'hésite pas à assoiffer son peuple, qui déjà ne pète pas vraiment la forme, afin d'étancher sa soif de pouvoir. Un pouvoir qui s'étend au-delà de la citadelle grâce à ses warboys, des fanatiques prêts à se sacrifier sur la route furieuse pour rejoindre celle du Valhalla. Bon, c'est pas les moteurs les plus huilés, et ceci n'aurait occupé qu'une place anecdotique si le film n'avait pas eu l'intelligence d'humaniser l'un d'eux, merveilleusement interprété par Nicolas Hoult, dont le talent mériterait d'être plus souvent mentionné, et c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Trop aimable. Possédant le choix de vie ou de mort, Immortan Joe agit tel un sauveur alors qu'il n'est qu'un bourreau, s'auto-proclamant comme le rédempteur, celui qui conduira les âmes vers un monde meilleur. Il a un pet au casque en fait. Si seulement il en avait qu'un, sans la moindre once d'humanité, il exploite son peuple comme du vulgaire bétail. Dépossédés de leur corps, ceux-ci ne sont que des outils de production, des machines servant au mieux à créer une monnaie d'échange avec les cités voisines contre quelques munitions ou jerrycans de pétrole, au pire réduit à un rôle de procréation afin d'assurer sa descendance. Oh que je l'aime pas celui-là. Tu n'es pas la seule, madame. Outre le maquillage, outre les costumes, cette cruauté se lit dans son regard, preuve du savoir-faire indéniable du regretté Hugh Keays-Byrne en matière de méchant, lui qui a interprété déjà le chirurgien dans Mad Max. Attends, c'est le même acteur. C'est ça? Donc c'est la même personne. Absolument pas. Tu es sûr? Vu la fin du premier, plutôt oui. Tu es médecin? Non, mais c'est quand même plutôt explicite. Donc t'en sais rien. Certes, le portrait de cet Immortan Joe n'est guère flatteur, mais il n'est finalement que le reflet de son univers impitoyable, pire que celui de Dallas. Que ce soit entre les dunes et les canyons où les barbares guettent leur prochaine victime, ou au milieu du néant où la nature peut s'avérer tout aussi brutale, la mort règne sans partage sur ce désert qui s'étend bien au-delà du dôme du tonnerre. Un désert à la cruauté splendide, sublimé par la photographie de John Searle. Assommante en pleine journée de par ses images surexposées où s'éteint orangée dominante sous un ciel azur, la moindre lueur devient réconfortante lorsque le soleil disparaît, comme une lueur d'espoir luttant contre la fraîcheur de cette nuit bleue. Déjà récompensé en 1997 pour Le Patient anglais, son talent s'est également exprimé sur des chefs-d'œuvre du cinéma, des blockbusters sans saveur ou encore des productions plus modestes, et lui valut une nouvelle nomination aux Oscars pour ce Mad Max Fury Road, qu'il n'a pas gagné. C'est un scandale. La statuette ayant été remportée par Emmanuel Lubezki pour The Revenant. C'est mérité. Aussi dérangeant que fascinant, aussi nauséabond
que brillant, aussi hostile que envoûtant, le Wasteland de ce Fury Road est riche d'une multitude de détails qui s'assemblent à la perfection grâce à la force narratrice de l'image plutôt que par d'interminables discours explicatifs, même si à choisir je préfère quand même vivre au fin fond de la Creuse plutôt que dans la citadelle. Et visiblement je ne suis pas le seul, puisque le personnage principal tentera de fuir loin de cette forteresse par tous les moyens, je parle bien évidemment de l'Imperator Furiosa. Au volant de son imposant porte-guerre, Furiosa prend les commandes de cette nouvelle aventure, les yeux rivés sur sa quête et prête à en découdre sur cette Fury Road. Une quête identique à celle du guerrier de la route, les deux personnages cherchant la même chose. L'amour. La rédemption. Mais là où pour Max, cette rédemption a pour but d'apaiser cette rage vengeresse qui le ronge, celle de Furiosa est animée par l'espoir de rejoindre la Terre Verte, un oasis d'où elle a été arrachée lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Malheureusement dans ce Wasteland, l'espoir conduit toujours à la désillusion, une désillusion que Furiosa ne pourra contenir. Véritable femme forte cachant sa fragilité derrière son impassibilité, bien que celle-ci se laisse deviner par moments dans son regard, l'Imperator laisse échapper toute sa détresse dans cette scène déchirante qui marque les esprits et accentue indéniablement l'empathie du spectateur. Une scène qui illustre à elle seule la performance magistrale de Charlize Theron, bien loin de son premier rôle dans Les Démons du Maïs 3, Les Moissons de la Terreur. Il y a des titres qui annoncent la couleur. Après, on est plus sur une apparition. C'est pourquoi sa carrière cinématographique ne débute réellement qu'en 1996 dans 2 jours à Los Angeles, avant la consécration 7 ans plus tard pour sa métamorphose d'un monster, même si personnellement, je l'ai connu cette même année dans Braquage à l'italienne. Je pourrais continuer à vous énumérer sa riche filmographie durant les années 2010, mais rien qu'en voyant les images là, j'ai plus envie. J'ai manqué de chance. Malgré quelques sorties de route, je dois admettre que Charlize Theron, J'adore. aussi bestiale que humaine, aussi inébranlable que fragile, aussi invincible que vulnérable, aussi... Non, je crois que j'ai tout dit. Furiosa est incontestablement un personnage plus nuancé que Max. Là où le guerrier de la route est guidé par son instinct de survie, proposant son aide uniquement dans le but de servir ses propres intérêts, que ce soit pour quelques jerrycans d'essence ou pour faire démarrer un camion, Un connard, quoi. Furiosa entreprend quant à elle ce périple pour une cause bien plus profonde, libérer les femmes prisonnières du tyrannique Immortan Joe. Une noble cause qui engendrera la fureur de ce dernier, déclencheur de cette folle course-poursuite à travers le désert. Auto, moto, camion, pelleteuse, c'est toutes les forces motorisées des 3 cités qui se lancent à la poursuite du porte-guerre. Une multitude d'engins construits à partir de tout et surtout de rien, pour un résultat parfois aussi atypique que ma 106 dans Need for Speed Underground 2, à la différence qu'elle est moche. C'est pas gentil. Mais au-delà de leur design carrément stylé, ces véhicules possèdent tous des caractéristiques bien spécifiques, habilement exploitées tout au long du métrage. Ainsi, les situations s'enchaînent mais aucune ne se ressemble, nous offrant des séquences faussement anarchiques mais pleinement jouissives. Que ce soit à main nue ou au volant de leur bolide lancé à pleine vitesse, les personnages luttent pour leur survie dans des affrontements savamment chorégraphiés et même pas par Kamel Wally. Des combats vertigineux que la mise en scène ne se contente pas de nous montrer, elle nous les fait vivre. Le spectateur plonge au cœur de cet enfer suffocant où la mort peut surgir à tout moment, saute de véhicule en véhicule au gré des péripéties, ressent l'impact de chaque coup, amplifié par certains effets comme des déformations de l'image. Au son des tambours et des guitares électriques parfaitement accordées par Jackie XL, le réalisateur joue sa partition sans la moindre fausse note, mais surtout joue avec le rythme de ses séquences, bien aidé par un montage remarquable. La preuve, je l'ai remarqué. Accentuant leur nervosité de par l'enchaînement de plans courts et rapprochés, ils brisent soudainement cette frénésie par un plan plus long et plus large, véritable moment suspendu dans cette course haletante. En résumé, la mise en scène de ce Mad Max est tout bonnement exceptionnelle, ce qui n'est guère étonnant puisqu'elle a été assurée par le metteur en scène iconique de la saga, un certain George Miller dont le talent a déjà été récompensé par un Oscar. Bon, pour Happy Feet, mais c'est tout de même la preuve qu'avec une caméra dans les mains, il est loin d'être manchot. Cela signifie que dans ce bas monde, il existe un homme aussi bien capable d'écrire et réaliser des films pour enfants que des films avec des enfants morts. Cette gestion du rythme se retrouve également dans ce sound design d'une incroyable richesse. Assourdissant lorsque les moteurs vrombissent dans le désert, ceux-ci se taisent parfois pour laisser place à des battements de cœur qui s'accélèrent pour battre à l'unisson avec celui du spectateur. Des battements rapides, témoins... Bon, preuve de cette tension qui, à de multiples reprises, m'aura fait retenir ma respiration. T'as déjà fait ce genre de choses? Alors, je vais pas te mentir, Max, ça m'est déjà arrivé, mais j'admets que ces cascades font partie des plus impressionnantes qui m'aient été données de voir au cinéma. Non pas celle-là, voilà, ce genre de cascade qui se termine toujours dans un nuage de sang et de poussière. Des accidents spectaculaires tournés dans le désert de Namibie plutôt que devant un fond vert, preuve supplémentaire du savoir-faire du réalisateur, des équipes techniques et des cascadeurs. Cette authenticité rend chaque course, chaque impact
acte, chaque carambolage bien plus fast et bien plus furieuse que celle de la concurrence sortie la même année, et encore depuis il y a eu bien pire, même si bon j'admets qu'envoyer une voiture dans l'espace, ça doit être compliqué. Plutôt con que pliqué. En résumé, Mad Max Fury Road ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Dans ma tête, y a tout qui tourne. Heureusement pour éviter le malaise, George Miller a l'intelligence d'entrecouper ses séquences par de véritables moments de répit durant lesquels le spectateur pourra s'émerveiller devant ses panoramas minutieusement cadrés, s'émouvoir face à ses rêves brisés, savourer ses clins d'œil aux opus passés, ou bien laisser libre cours à son imagination lors de ces scènes de bataille se déroulant hors champ. Tout cela conduit à un face-à-face inévitable entre Immortal Joe et son impérator où l'un d'eux perdra la vie, Mais no spoil. avant que le film ne se clôture sur Furiosa. Un dernier plan à première vue anodin, mais en réalité chargé de sens. Après un échange de regards entre les deux principaux protagonistes, subtil passage de témoin, Max disparaît dans la foule, tandis que cette contre-plongée sur la jeune femme assoit un peu plus son statut d'héroïne, donnant ainsi tort à Tina Turner lorsqu'elle chantait que la saga n'avait pas besoin d'un autre héros. Cette année 2015 aura été marquée par le retour de plusieurs sagas au cinéma, et ce Fury Road est sans aucun doute le meilleur d'entre eux. En même temps, vu les autres films. C'est pourquoi, entre le plaisir de vous avoir partagé mon amour pour ce film et le fait que j'ai fini mon traitement pour les hémorroïdes, je peux vous affirmer que c'était une merveilleuse journée. Alors certes sur le papier, ce quatrième opus est un peu comme le Hobbit, ce n'est qu'une histoire d'un aller-retour, à la différence que ce voyage dans le Westland est vraiment inattendu. Entre son héros sans espoir faisant face à ses personnages en quête d'une autre terre, qu'elle soit réelle ou spirituelle, cet univers post-apocalyptique bien plus développé que celui dépeint dans la trilogie et ses scènes d'action dantesques qui auront marqué à jamais l'histoire du cinéma, ce Fury Road ne se contente pas de reprendre les codes de ses prédécesseurs, il les bonifie. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne peut pas se résumer à une course-poursuite affligeante de 2 heures. Et ça m'attriste de le lire, car j'aimerais trop qu'elle l'aime, Mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle l'aime, mais elle ne veut pas. Non. Vu le résultat, il n'est guère surprenant qu'un spin-off sur la jeunesse de Furiosa ne sorte. J'ai hâte de leur montrer. Eh bien j'ai tout aussi hâte de le voir, en espérant ne jamais avoir à le traiter dans une suite de trop. Un grand merci d'avoir regardé cette 5e suite au top. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Un grand merci également à tous ceux qui me soutiennent sur YouTube ou sur Tipeee. Je remercie également le partenaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite.